Sud Radio, depuis le Forum Emploi Senior, Philippe David. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences de la Porte de la Villette à Paris. Forum Emploi Senior organisé par le MEDEF où de nombreuses entreprises ont de nombreux emplois à proposer. Oui, il y en a plus de 5000. Vous pouvez toutes et tous y venir dès à présent. Perdre son emploi après 45 ans est un gros coup dur puisque la durée du chômage est plus élevée chez les seniors. 62% des chômeurs entre 55 et 64 ans sont sans emploi depuis plus d'un an, contre 42% pour les 15-64 ans. Dans le même temps, les personnes âgées de 50 à 64 ans ne sont que 12,9% à trouver un emploi dans le trimestre qui suit l'inscription à Pôle emploi, contre 25,8%, c'est-à-dire le double des chômeurs de moins de 25 ans. Pourtant, en ce qui concerne le taux d'activité, les chiffres relatifs aux seniors battent également des records. À la fin juin 2017, cet indicateur affichait un taux de 65,8%, au plus haut depuis 2003, ce qui signifie qu'il y a des emplois à prendre pour les seniors. C'est pourquoi nous allons nous poser cette question lors de cette table ronde en direct ce matin. Que doivent faire les seniors pour retrouver un emploi? Autour de nous, avec nous pour en débattre, et vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 pour témoigner, Valérie Gruau, fondatrice de Seniors à votre service. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bénédicte Fly-Sainte-Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Emmanuel Lafont, bonjour. Bonjour. PDG de Sparte RH et Bénédicte Fly-Sainte-Marie, auteur du livre Le pouvoir de l'apparence, le physique, accélérateur de réussite, publié chez Michalon, livre coécrit avec le docteur Catherine de Goursac. Alors, vous allez toutes et tous vous présenter rapidement, on va faire un tour de table dans le sens des aiguilles d'une montre. Valérie Gruau. Bonjour, donc Valérie Gruau, je suis fondatrice de la société Seniors à votre service. Donc Seniors à votre service, c'est un site d'emploi où nous mettons en relation des candidats seniors, donc des jeunes seniors qui cherchent un emploi ou des retraités qui cherchent un complément de revenu. Qu'est-ce que vous appelez un jeune senior? Alors, parce qu'il y a les jeunes seniors et les vieux seniors. Exactement. Un jeune senior, c'est une personne qui a au moins 45 ans sur le marché de l'emploi. D'accord, donc des personnes qui ont 45, 50, 55 ans qui cherchent un emploi. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle les jeunes seniors. Et après, la deuxième catégorie sont les retraités qui sont plus dans une recherche de complément de revenu. D'accord, parce qu'ils ont déjà une pension. Et donc, nous les mettons en relation avec des recruteurs qui peuvent être soit des entreprises de façon tout à fait classique, mais aussi avec des particuliers employeurs qui ont besoin de services à la personne. D'accord, ou des associations? Ça peut être également aussi avec des associations, tout à fait. Bénédicte Fly-Sainte-Marie. Oui, bonjour, rebonjour. Donc moi je suis journaliste santé et beauté et donc je viens de publier avec le docteur Catherine de Goursac donc ce livre Le pouvoir de l'apparence dans lequel on étudie l'impact de l'apparence physique dans le marché du travail et les seniors sont très concernés par cette problématique. Ça s'appelle également le pouvoir de l'apparence, le physique, accélérateur de réussite. Point d'interrogation. Emmanuel Lafont. Oui, rebonjour, donc Emmanuel Lafont. Moi j'ai monté une société depuis 2009. On fait de la RH à temps partagé à destination des dirigeants. On a des DRH seniors qui interviennent directement en entreprise et accompagnent le dirigeant. Aujourd'hui, Sparte RH, c'est un peu plus de 50 entreprises accompagnées et pour plus de 60% des startups. Donc on va les accompagner sur tout le cycle de vie, je dirais, du capital humain, du recrutement jusqu'au départ du salarié, avec un vrai rôle de promotion aussi au niveau des seniors. Alors je rappelle que nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences de la Porte de la Villette à Paris. Il y a plus de 5000 offres d'emploi qui sont offertes aujourd'hui pour les seniors. Valérie Gruau, il y a donc encore du travail pour les seniors en France? Alors, il y a clairement encore du travail pour les seniors en France et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y en a quand même de plus en plus et ça c'est quand même un bon signe, même s'il n'y en a toujours pas assez. Oui, c'est-à-dire il y en a quand même plus d'un tiers qui sont sur le carreau. Exactement, aussi. Exactement. Donc, 65,8 qui sont en activité, il y en a 34,2 qui n'y sont pas. Exactement. Et donc il y a aussi un gros travail à faire au niveau des RH en entreprise pour les sensibiliser justement au vieillissement de la population en l'occurrence et leur expliquer que c'est important aussi d'harmoniser la pyramide des âges. Donc ça, c'est une grosse partie à travailler sur les entreprises. Mais en ce qui concerne les offres qui sont disponibles pour les seniors, en effet, il y en a. Moi, je le vois tous les jours, parce que ça fait 10 ans que Seniors à votre service existe et que notre rôle, justement, est de mettre en relation des candidats avec des recruteurs, donc porteurs d'offres d'emploi. Mais il y a des secteurs, en effet, qui peuvent être plus ou moins dynamiques. Oui. Il y a encore du travail pour les seniors, Emmanuel Lafont? Alors il y a non seulement du travail pour les seniors. Et pas seulement aujourd'hui, il y en a beaucoup aujourd'hui, donc on peut venir, mais
Il y a une vraie recherche de compétences. En fait, la principale problématique aujourd'hui de nos clients, parce qu'on les accompagne avec eux depuis 2009, c'est le recrutement, c'est l'acquisition et le développement de compétences. Prendre un jeune diplômé et le former, c'est bien. Prendre un senior qui est déjà formé, qui est capable de vous apporter non seulement des méthodos, mais également des valeurs d'entreprise pertinentes et une réelle expérience. Un senior, ça, comme on dit, un nez. C'est quelqu'un qui a déjà essayé, qui a déjà éprouvé des choses, qui a déjà essuyé des plâtres, pour être un petit peu trivial. Mais c'est surtout quelqu'un qui va être capable d'accompagner dans la bienveillance de l'entreprise. Bénédicte Fille-Sainte-Marie, même si le pouvoir de l'apparence est important, il y a encore du travail manifestement pour les seniors en France. Heureusement d'ailleurs. Hein. Mais tout à fait, parce que en fait, dans la tête des gens en général et des employeurs en particulier, en fait, on associe, en fait, il y a un phénomène qui s'appelle l'effet de halo. En fait, on se dit, parce qu'une personne obéit aux critères de beauté, et parmi les critères de beauté, il y a la jeunesse. Voilà, on se dit que parce que cette personne est jeune et présente bien, elle sera forcément compétente, sociable, efficace. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, ce d'ailleurs. qui n'est pas toujours le cas. Mais comme chantait Brassens, une jolie fleur dans une peau de vache. Voilà, mais concrètement, c'est un phénomène qui se déploie dans nos cerveaux sans qu'on en soit forcément conscient. On est pavlovisé en quelque part. Oui. Voilà, on est phagocyté par ça et on arrive rarement à passer outre cette première impression visuelle. En fait. Oui. Et les seniors... comme les autres. Voilà. Et encore plus que les autres. Encore peut-être. davantage que les autres. Ouais. Alors justement, Valérie Guaud, quand on perd son job à 45 ans, là je prends vraiment le très jeune senior, on peut dire, et pour les autres, quelle est la première chose à faire à part s'inscrire à Pôle emploi? Parce que Pôle emploi, ça permet d'avoir ses droits, etc. Quelle est la première chose à faire? Alors, vous allez me dire, allez sur Senior à votre service. Entre autres, mais pas uniquement. Surtout sur la tranche d'âge, je dirais, la plus jeune, la chose qui est la plus importante, c'est le réseau. Il est clair qu'il faut utiliser son réseau professionnel, son réseau amical, son réseau au sens large, pour dire je cherche un emploi, voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai fait, et en parler autour de soi, c'est hyper important, parce que la plupart des offres d'emploi sont des offres d'emploi quand même qui sont cachées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur Internet, elles ne sont pas dans les journaux. Elles ne sont pas forcément annoncées, clairement, donc il faut commencer par là, c'est vraiment important. Et puis, en parallèle, ça peut être, en effet, comme aujourd'hui, participer à des événements d'emploi senior. Il y en a ici à Paris, mais il y en a dans d'autres villes de France. Il y en a beaucoup aussi qui sont organisés par les maisons de l'emploi au sein des villes, quand même de taille moyenne ou grande. Il faut s'informer, y aller. Et puis, au-delà de ça, en effet, consulter les offres d'emploi. Alors moi, je dirais aussi être cyber-senior, parce que c'est mon cœur de métier, que c'est ce qu'on fait. De mettre ça, c'est un néologisme, cyber-senior. Il va falloir en parler à l'Académie française. Voilà, il faut aller sur Internet. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font sur Internet. Et ça peut aussi se passer sur les réseaux professionnels, les réseaux sociaux. LinkedIn, exactement, Viadeo, etc. Il faut passer par là et se présenter. Si on n'a pas un profil, il faut en avoir un, parce que les recruteurs, ils vont aussi vous chercher, ils vont vous googliser, donc ils vont aller sur Internet. Donc, et de la même façon, si vous n'avez pas de présence sur ces réseaux-là, créez-en un, et si vous en avez un, nettoyez-le et mettez-le proprement en avant et à jour. Et attention aussi aux réseaux sociaux personnels, là j'entends plus les Facebook et autres, privatiser, s'il vous plaît, privatiser, parce que de la même façon... Oui. On a vu un cas au tribunal à Toulouse où quelqu'un a été licencié pour faute grave et ça a été validé parce qu'elle avait beaucoup tapé sur son employeur sur les réseaux sociaux. Voilà, par exemple. Et puis un futur employeur, il n'a pas forcément envie de vous voir en maillot de bain avec vos enfants. Ou bon, voilà, privatiser vos réseaux perso, c'est très important. Pour vous, alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on vient de perdre son emploi, à part s'inscrire à Pôle emploi, Emmanuel Lafont? Alors, il y a plusieurs choses à faire. De Sparte Effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez. Il faut aller sur Sparte RH aussi, vous allez me dire, non? Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, on va vous trouver. Il y a effectivement les réseaux personnels, les réseaux professionnels. On a une chance, en fait, quand on est senior et qu'on malheureusement on se retrouve en recherche d'emploi par rapport à un junior, c'est qu'on a déjà un réseau. On a un réseau avec les anciens collègues, on a un réseau avec les anciens clients de la société, on a un réseau avec les anciens fournisseurs de la société, on a un réseau aussi avec des gens avec qui on
on a partagé des aventures historiques au niveau professionnel qui ont évolué, qui peuvent être autant de pistes pour vous, pour avoir de l'information et pour pouvoir trouver du travail derrière. Effectivement, je rebondis sur ce que vous disiez au niveau des profils. Le profil classique, je dirais LinkedIn, pour trouver du travail, effectivement, il faut le nettoyer, il faut faire attention à ce qu'on met. Et puis sur un profil comme Facebook, où aujourd'hui beaucoup de recruteurs s'amusent à regarder un petit peu si vous avez un profil Facebook, ne pas hésiter à se recréer un profil purement professionnel sur lequel on va vraiment pouvoir partager des valeurs, des méthodos qui sont propres au travail et aux compétences qu'on a envie de mettre en avant. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette réflexion des compétences, vous parliez tout à l'heure des plateformes emploi, c'est vrai qu'il y a quelque chose de formidable aujourd'hui qui existe dans beaucoup de plateformes emploi, c'est les accompagnements. Où là vous allez rejoindre des groupes en fait tout simplement. J'ai le plaisir d'en animer plusieurs. Vous allez rejoindre des groupes donc de plusieurs personnes qui sont aussi en rupture avec l'emploi que vous et vous allez pouvoir mettre en commun des choses parce que l'air de rien, conseiller des gens sur un CV c'est facile, faire son propre CV c'est beaucoup plus compliqué et c'est mener une vraie réflexion sur son projet professionnel, sur sa personnalité, c'est les compétences qu'on a envie de mettre en avant et ça c'est un vrai métier. L'air de rien, trouver du boulot c'est un boulot à part entière et ça s'apprend pas comme ça sur un coin de table. Mais justement on va en parler. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 11h15, nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences de la Porte de la Villette à Paris. On se retrouve dans quelques instants. Le Forum Emploi Senior avec le MEDEF Île-de-France et Pôle Emploi sur Sud Radio. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences de la Porte de la Villette à Paris. Forum Emploi Senior organisé par le MEDEF où de nombreuses entreprises proposent des emplois à des seniors. Il y en a plus de 5000 qui sont offerts aujourd'hui dans tous les secteurs, l'industrie, les services, le conseil pour créer sa propre entreprise. Donc vous y êtes bien évidemment les bienvenus et vous pouvez même nous rendre visite sur le stand Sud Radio qui a été exceptionnellement délocalisé. Bénédicte Fly-Sainte-Marie, vous êtes auteur du livre Le pouvoir de l'apparence, le physique accélérateur de réussite, publié chez Michalon, livre coécrit avec le docteur Catherine de Goursac. On a parlé des réseaux sociaux. Alors, il y a les réseaux sociaux pour chercher des emplois. On va citer les deux plus célèbres, LinkedIn et Viadeo. Est-ce que, par exemple, la photo sur son profil de réseau social, c'est vraiment un gros plus? Il faut vraiment bien sélectionner sa photo. Écoutez, je pense que de toute façon, les photos sont des cartes de visite ambulantes, parce que là, elles vont dans le monde entier sur Internet. Où qu'elles soient, et c'est vrai que on peut se faire, on peut s'octroyer un bonus, mais on peut aussi se tirer une balle dans le pied avec ce genre de... Avec une mauvaise photo. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, la photo, alors, ne serait-ce que sur le profil LinkedIn ou... C'est important, parce que moi je le vois sur notre site Senior votre service, on favorise la photo. On leur dit mettez quand même une photo parce que ça humanise votre présentation. Maintenant, parfois, il vaudrait mieux en effet qu'il n'en ait pas mis. Parce que oui, mais c'est vrai. La photo en maillot de bain, c'est prohibé. Ça vous en parlait il y a quelques minutes. Mais non, mais parce que parfois des personnes, en effet, se mettent en photo avec, ils sont au restaurant avec un verre de vin et ça va pas. Enfin, il faut quand même un minimum essayer de mettre une photo valorisante. Non, c'est que en 2006, il y a eu la loi sur le CV anonyme qui n'a jamais été votée, et dont le décret d'application n'a jamais été publié. Et justement, on égalisait les chances entre les gens en enlevant la photo, en enlevant toutes les mentions d'âge et autres. Et on peut se dire que c'était une bonne mesure, mais en fait, on est complètement revenu en arrière et la photo est plus que jamais reine. Mais faire un CV anonyme, c'est quand même assez compliqué. La photo, c'est vital. Emmanuel Lafont, alors pour moi c'est juste essentiel parce qu'en fait vous avez des gens qui ont, comme on dit, un cerveau droit, d'autres un cerveau gauche. C'est quoi la différence entre les deux ? Je sais pas. La différence c'est simple, c'est que y en a qui vont être très cartésiens et d'autres qui vont être plus dans le ressenti. Dès l'instant où vous mettez la photo, c'est sur votre CV, il faut penser non seulement quand je vais voir votre CV, je vais regarder votre photo, ça va peut-être me parler à mon petit cerveau gauche, ça va peut-être éveiller des choses chez moi parce que comme on dit c'est la fenêtre de l'âme, mes yeux. Mais c'est surtout après l'entretien, lorsque je vais devoir refaire le point sur l'ensemble des candidats que je vais avoir vus, le fait d'avoir une belle photo sur laquelle je vais pouvoir me replonger au sens
tout professionnel du terme, je vais retrouver des sentiments que je vais avoir pu éprouver lorsque je vais avoir croisé la personne. C'est tout bête, mais il y a le verbal et il y a le non-verbal qui représente quand même 93% du message que l'on passe. Les mots, c'est seulement 7%, donc détendez-vous, les candidats, tout va bien, c'est que 7%. Ah oui, c'est que 7% qui est retenu. C'est ça, oui. Et le reste, c'est l'intonation de voix, pour un homme, on est bien maquillé pour une femme. Il y a 55% dont on dit que c'est notre apparence corporelle qui parle pour nous. Alors, attends, excusez-moi, l'apparence corporelle, c'est-à-dire que, je vais être très provoque, si on est moche, on est condamné à rester à Pôle emploi. Non, parce qu'il y a ce que Dame Nature nous a donné, et puis il y a la façon dont on l'exploite aussi, qui est importante. Voilà, et effectivement, 55% c'est l'apparence corporelle. Il y a 7% c'est le verbal. C'est ça. C'est pas le verbal, c'est le vocal, c'est-à-dire le paraverbal, c'est-à-dire le son de la voix, et effectivement notre discours, nos mots, c'est une petite portion qui reste. Et en tout, donc, 55% c'est l'apparence physique. Oui. Mais alors, une question sur l'apparence physique. Il y a la plastique, on va dire ça, on a la chance d'être plus ou moins beau ou plus ou moins belle, mais est-ce que la manière de se tenir, elle est vitale? Par exemple, on arrive, alors pas en roulant les mécaniques, mais on n'arrive pas non plus les épaules basses, comme on allait devant le proviseur quand on avait fait une bêtise au lycée. Ça aussi, c'est très important. Oui, et là, effectivement, ça relève de la même chose que la façon dont on se maquille ou dont on se coiffe, c'est la façon dont on se tient. Ça fait partie des messages positifs qu'on adresse à un employeur. Emmanuel Lafont voulait réagir. Ouais, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. L'idée, c'est quoi? C'est quand on attend un candidat pour un poste. On n'attend pas forcément que ce soit un canon de la beauté, Miss Monde ou Miss Univers qui va rentrer dans mon bureau. J'attends quelqu'un, entre guillemets, qui correspond à l'idée que je m'en fais. C'est-à-dire que je fais une idée d'un candidat à l'avance pour un poste de comptable ou pour un poste de commercial, c'est pas la même chose. Quand vous allez recevoir 20, 21, 27 comptables à la queue leu-leu, entre guillemets, en entretien, si vous en voyez un qui détonne, ça fait bizarre. Et malheureusement, c'est humain, ça va parasiter son discours. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, on va dire, il y a un truc qui colle pas, c'est les cheveux verts, d'accord, mais pas pour un poste de comptable. De même, la lettre de motivation ou le mail de motivation, puisqu'aujourd'hui on est en 2.0, quand c'est écrit de manière un peu trop rock'n'roll, ça peut faire peur quand on est sur un poste, par exemple, d'administratif et de financier. Une fois, j'ai reçu une lettre de motivation qui était écrite en rond, comme ça faisait une spirale. Et à la fin, c'était désolé de la longueur de mon propos, mais c'était juste pour être sûr que vous lisiez jusqu'au bout. C'était pour un profil de créateur, donc c'était quelqu'un qui était web designer, donc qui devait vraiment faire des trucs originaux, et je me suis dit, ouais, c'est super. Maintenant, après, je me suis dit, après l'avoir pris en interview, ça aurait été pour un poste de comptable administratif, peut-être que j'aurais pas tenté. Voilà, complètement. C'était éliminatoire, rédhibitoire. Voilà. Donc l'apparence, c'est pas être le plus beau possible, je suis complètement d'accord avec vous, c'est être ce qu'on est en fait, c'est montrer ce qu'on est. Valérie Gruau. Oui, je pense que si on veut essayer de résumer ça, c'est ce que moi je vais appeler le savoir-être en fait. C'est la façon dont on va se présenter, la façon dont on va se mouvoir, au-delà de l'apparence physique, elle compte forcément si on a pris soin de soi avant de venir ou si on vient... Comme on dit, vous me passerez les choses à la one again. Ouais, voilà, et on le voit même sur le salon aussi aujourd'hui, sur les candidats qui peuvent venir nous voir. Mais par exemple, on ne s'habille pas de la même manière si on vient pour un poste de comptable ou si on vient pour un poste de commercial. Alors là, c'est peut-être que l'écart n'est pas assez grand, mais entre un poste de créa, comme vous disiez tout à l'heure, ou un poste de comptable, en effet, là, il peut y avoir un écart. Il y a des choses qui vont être tolérées. Pour un créa, comme disait ça peut être Emmanuel toléré. Lafont, c'est un plus. Ouais, ça peut être toléré, alors que pour un poste de comptable, moins. Donc, il faut aussi savoir s'adapter par rapport au poste sur lequel on arrive, au même titre qu'il va falloir adapter son CV et qu'on ne va pas forcément présenter le même CV en répondant à deux offres différentes. On va les faire évoluer. Et alors, justement, sur la tenue vestimentaire, on va poser une question. Pour les hommes, la cravate, c'est obligatoire ou pour la femme, le tailleur? Ah, c'est pour moi. Emmanuel Lafont. Tout le monde retourne. Oui, c'est à lui de répondre. Donc, la cravate, est-ce que c'est obligatoire? C'est un vrai sujet. Moi, j'en ai une parce que je suis à la radio, donc je sais bien, personne ne peut pouvoir se côté de moi. Non. Alors, la cravate, est-ce que c'est obligatoire? Ça dépend de ce qu'on va viser, tout simplement. C'est tout bête. Mais pour un poste de cadre, c'est obligatoire? Pour un poste de cadre, dans un grand groupe, ouais, c'est mieux. Dans un poste de cadre en start-up, je le déconseille. Ça sert à rien. Ça va mettre une barrière alors qu'il n'y a pas de raison. C'est le casual, comme disent les Américains. Voilà, faut être casual.
drôle. Dès l'instant où on va vouloir... Il y a des codes en fait, c'est simple. Et le mieux c'est de regarder directement sur LinkedIn, comme vous dites, et de regarder quelles sont les photos qui sont publiées et on voit tout de suite le niveau d'exigence. Eh bien, ces codes, on va en parler parce que l'émission dure jusqu'à midi, et que le salon Emploi Senior dure toute la journée. Vous êtes bien sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, depuis le Forum Emploi Senior, Philippe David. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la porte de la Villette, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Forum Emploi Senior organisé par le MEDEF où de nombreuses entreprises ont des emplois à proposer. Il y en a plus de 5000 aujourd'hui. Vous y êtes donc les bienvenus. Et on se pose la question dans cette table ronde de 11h à midi sur Sud Radio, que doivent faire les seniors pour retrouver un emploi? Avec nous, Emmanuel Lafont, PDG de Sparterage, Valérie Gruot, fondatrice de Seniors à votre service, et Bénédicte Fly-Sainte-Marie, auteur du Pouvoir de l'apparence, le physique accélérateur de réussite, publié chez Michalon, livre coécrit avec le docteur Catherine de Gorsac. On a parlé d'un mot en 2 lettres, CV. Alors on sait que c'est un peu plus compliqué pour les seniors de retrouver un emploi. Est-ce que c'est impératif de mettre son âge sur un CV, Valérie Gruot? Et puis est-ce qu'on peut prendre quelques libertés sur l'âge? Par exemple, au lieu de mettre sa date de naissance, mettre 42 ans, 45 ans, on en a 48, il dit ah oui mais j'avais fait mon CV il y a 3 ans et j'ai oublié de le mettre à jour. Est-ce que ça, on peut le faire, par exemple? Je trouve que ça n'a pas de sens, dans le sens où, à un moment donné, vous allez arriver... Alors, par exemple, vous disiez ne pas mettre l'âge, ou ne pas mettre sa date de naissance, ou vous allez arriver en entretien, bon, bah, clairement, on va bien voir l'âge que vous avez, globalement. Donc, ça dépend, il y a des gens qui font plus vieux et d'autres qui font plus vieux. On vous demande pas votre carte d'identité en entretien d'embauche, rassurez-moi. Mais en même temps, on va aussi voir votre parcours. Donc, grosso modo, quand vous faites le calcul, l'âge à laquelle vous avez votre bac, bon, c'est assez facile de savoir plus ou moins l'âge que vous avez. C'est rare de l'avoir à 25 ans, mais c'est rare de l'avoir à 14 aussi. Donc du coup, je pense que c'est pas aujourd'hui, ça n'a pas de raison d'être, même si à un moment donné, comme vous le disiez tout à l'heure, on avait parlé beaucoup du CV anonyme, etc. Mais c'était tronqué puisqu'arrive en entretien, bon, tout s'efface. L'anonymat s'effondre une fois qu'on est en entretien. C'est comme à The Voice. Au début, les sélections se font à l'aveugle et ensuite le physique prime. Voilà. Là, c'est pas The Voice, c'est The Job. Voilà. Donc non, ne mentez pas. Mais par contre, je pense qu'il faut faire attention à son CV. Justement, Emmanuel Lafont, est-ce que, allez, on met l'âge 45 ans, c'est 3 ans plus tard, on dit ah oui, je suis désolé, j'avais fait mon CV il y a 3 ans. Ça peut se faire, ça ou pas? Ou alors c'est vraiment rédhibitoire? Après, si on se rend compte, on dit bon, la personne, elle raconte des cracks, comme dirait Emmanuel Macron. Quand on commence à regarder un CV, il y a plusieurs choses qu'on regarde. C'est où est-ce qu'il habite, savoir combien de temps il va mettre pour venir travailler. On va regarder effectivement l'âge par rapport au niveau d'expérience qu'on va rechercher, sachant qu'il y a un niveau d'expérience minimum qu'on a le droit de citer, mais jamais maximum. Attention, c'est interdit. D'accord. Donc oui, donc c'est bac plus 3, mais si on a bac plus 6, c'est pas gênant. Non, non, qui peut le plus, peut le moins. Et est-ce qu'il faut, moi je pose la question à mes collègues, est-ce qu'il ne faut pas, dans sa lettre de motivation, dire qu'on est prêt à déménager, à être mobile, à s'adapter à des horaires très étendus, des choses comme ça, parce qu'il y a des préjugés sur sur les seniors, il faut peut-être prendre les devants, non, par rapport... Exactement. En l'occurrence, sur la partie disponibilité, une personne qui a 48 ou 50 ans, elle va pas avoir les mêmes contraintes de famille que quelqu'un qui a 30 ans. Donc c'est un vrai atout. Et pour le coup, les seniors, quand ils vont en entretien, il faut qu'ils mettent en avant les atouts liés au fait qu'ils sont seniors et non pas les handicaps. Et en c'est-à-dire qu'il n'y a plus les enfants à aller chercher à la crèche ou à la maternelle. Il n'y a plus la course, on n'a pas forcément obligé d'être en vacances pendant les vacances scolaires. Enfin, il y a tout un tas de contraintes qui n'existent plus. Et ça, pour le coup, ça permet d'avoir plus de dispo et il faut le mettre en avant. Emmanuel Lafont. Donc oui, on était sur le fait de prendre quelques libertés sur son CV, c'est très dangereux. Oui, ça sert strictement à rien, surtout parce que ça va juste éveiller une méfiance dans l'œil du recruteur ou du RH. Et ça va se sentir, et ça c'est pas bon. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'entreprises qui vous vendent un service qui est de vérifier le CV du collaborateur. Il y a des entreprises qui vendent ce type de service. Oui, vérifier le diplôme, vérifier le CV, vérifier. C'est-à-dire qu'ils appellent vos employeurs, enfin vos ex-employeurs. Alors, appeler les ex-employeurs, normalement c'est interdit. C'est interdit si on n'a pas de validation par le candidat, donc c'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, en fait, quand on lit un CV, on peut toujours appeler. Il n'y a jamais de vérification que le candidat va pas... Enfin, sauf si vous êtes en très bon terme avec votre ex-employeur qui vous dit écoute, il y a telle boîte qui m'a appelé pour toi. Ouais, alors il y a ça, et puis d'un autre côté, imaginons demain j'ai un de mes anciens collaborateurs qui est sur le marché de l'emploi, j'ai mon meilleur ou pire concurrent, ça dépend comment se place, qui m'appelle, savoir si le collaborateur ça s'est bien passé, notamment au niveau de son départ.
est-ce que je vais être totalement franc au niveau de la réponse? C'est-à-dire, est-ce que si, par exemple, je me rends compte que la personne n'était pas vraiment positive et que c'était une erreur de recrutement, est-ce que je vais pas avoir tendance à dire justement à mes pires concurrents, si, non mais c'est vraiment une perle, il me manque chaque jour, j'ai son portrait en face de moi, je pleure tous les jours. Là par contre ils vont peut-être pas croire le coup. Voilà, donc effectivement c'est bon, bref, il y a des choses, il vaut mieux être franc dans son CV parce qu'on est là pour apporter des choses à l'entreprise, donc on a le droit de s'être planté. Dans les ateliers d'emploi qu'on accompagne, il y a aussi beaucoup de femmes entre guillemets qui s'excusent d'avoir pris un congé parental pour garder les enfants. Qui s'excusent? Ah bah oui, non, c'est quand elle se présente, c'est oui, alors oui, je comprends, effectivement, j'ai passé 3 ans à garder les enfants. C'est la journée de la femme demain, tiens d'ailleurs. Il faut comprendre, là, mais il n'y a rien à comprendre, c'est une super valeur ajoutée. Excuse-moi, mais t'as pu te projeter dans tu sais ce que c'est que élever un gamin, tu sais ce que c'est que te lever à point d'heure pour t'occuper de lui, tu sais ce que c'est que le lendemain être pimpante pour accompagner l'enfant à l'école, etc., etc. Et puis tu gères plein de choses. Professionnalise ça, tu vas voir, tu as développé des compétences en plus. Tu es capable, effectivement. Bénédicte Fissa-de-Marie, les femmes ont un cerveau plus multitâche que les hommes? Oui, parce que... Faites attention, c'est sexiste ce que vous dites. On attend le hashtag après l'émission. Balance ta sexiste. Voilà, c'est ça. Non, c'est important, ça par exemple, c'est pas un problème pour une femme de s'être occupée des enfants, d'avoir pris un congé un congé maternité, puis après un congé parental, etc. Selon moi, on apprend déjà à gérer l'urgence quand on est maman. Valérie me détrompera. Non. Voilà, on apprend à gérer des choses très différentes sans se laisser envahir ni par les unes ni par les autres. Mais justement, on peut, si on se fait piquer à mentir sur son CV, on peut difficilement mentir sur son apparence. Certes. Là, ça, c'est quand même un point important. Je vais me faire l'avocat du diable. Pour une femme ou même pour un homme, faire de la chirurgie esthétique, etc., ça aidera pas à trouver un job, au moins, rassurez-moi. Non, je ou pense... le Botox, parce que c'est un peu moins cher que la chirurgie, théoriquement. Je pense que la médecine esthétique pratique ma co-auteure, ça peut effectivement être un petit bonus pour rafraîchir les traits. La chirurgie esthétique, par contre, je pense que c'est davantage stigmatisant parce que on se dit elle n'a pas l'apparence qu'elle devrait avoir à son âge, donc c'est plus discriminant qu'autre chose. Mais il doit y avoir un problème pour les seniors en termes de physique, mais là c'est pas le physique, l'apparence, c'est la force. Quand par exemple on postule qu'on a perdu son job parce qu'on a été maçon pendant des années et que son entreprise de maçonnerie elle ferme et qu'on va rechercher un poste sur un chantier à 55 ans, est-ce que l'âge là est pas rédhibitoire pour des gens qui recrutaient comme vous, Valérie Gruot par exemple? On va se dire à 55 ans, le pauvre type, il va peut-être se prendre une hernie discale dans 6 mois, il doit être déjà usé parce que sur son CV, il a commencé à travailler à 14 ans à porter des poids. Est-ce que là, c'est pas vraiment éliminatoire? Sur certains métiers, et clairement sur les métiers du bâtiment ou les métiers où il y a beaucoup de postures statiques, debout, etc., ça peut être clairement rédhibitoire. On le voit sur le salon, j'ai vu plusieurs personnes ce matin qui étaient typiquement dans ce cadre-là, qui se sont fait mal, qui ont du coup des simili-handicaps au niveau des bras, etc. Donc ils ne peuvent même plus postuler pour ce type d'emploi. Alors qu'ils ont fait ce métier pendant 15, 20, 30 ans. Métier pendant très longtemps. Et du coup, qu'ils se retrouvent à 55 ans en disant mais qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je sais faire que ça. Oui, on sait faire que de la maçonnerie, par exemple. Je sais faire que de la maçonnerie. Ou que plaquiste, ou que... Voilà, le monsieur que j'ai vu ce matin, c'est un peintre. Et il me disait, moi je suis peintre en bâtiment, mais je ne peux plus exercer mon activité parce que j'ai un problème au bras, etc. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? À quoi je me reforme à 55 ans? Et ce sont des vraies problématiques et ça demande vraiment un accompagnement du coup par le Pôle emploi en l'occurrence, mais peut-être par d'autres organismes aussi, pour travailler sur des compétences annexes et valoriser ces compétences annexes. Parce que ça peut être des compétences qu'on a développées dans sa vie personnelle aussi qui peuvent être mises en avant. Vous êtes d'accord, Emmanuel Lafont, PDG de Sparterach, parce que c'est vrai que quand on a porté des parpaings pendant 30 ans, 35 ans, on voit le CV 55 ans, il veut retourner sur les chantiers, c'est quand même compliqué. Alors, c'est très compliqué. Alors, d'une part, il faut savoir que vous avez beaucoup de petits artisans aujourd'hui qui ont du mal à recruter et que l'air de rien, quelqu'un de 55 ans, même avec un léger handicap ou un trouble musculo-squelettique... Alors, je vous coupe, on avait Frédéric Motte du MEDEF ce matin de 9h30 à 10h. Lui, il est président du MEDEF des Hauts-de-France et il est candidat à la présidence du MEDEF. Il nous disait clairement que lui, dans une zone à très fort chômage, comme notamment la région de Lens, il n'arrivait pas à trouver de personnel, ce qui était terrible. Il y a une vraie pénurie. Alors je sais qu'on arrive à un taux de chômage qui
baisse, mais on a un taux de chômage qui est très très fort et on a une vraie pénurie de compétences et de postes. Et aujourd'hui, vous avez principalement des petits artisans qui ont des petits chantiers qu'ils ne peuvent pas réaliser, donc des clients qui rentrent qui ne peuvent pas signer, simplement parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas les gens en interne. Et donc effectivement, un maçon senior pourrait les aider, quand bien même il y aura un handicap. Alors après, il faut bien entendu, je rappelle l'obligation de l'employeur de préserver l'intégrité morale et physique et maintenant l'équilibre vie perso vie pro. Mais il faut vraiment pas oublier, c'est à sa responsabilité d'employeur vis-à-vis, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on peut réemployer entre guillemets, enfin pas facilement, mais on peut le réemployer de manière pratique et toute chose égale par ailleurs. Et après je te laisse la parole. C'est un maçon ou un peintre en bâtiment demain, s'il ne peut plus peindre, s'il peut plus. Il y a plein d'autres fonctions. Il y a dans le bâtiment, on a des. Moi, j'adorerais lorsque je vais je vais citer une enseigne dans un magasin de bricolage, on va dire comme ça. J'adorerais avoir un ancien peintre en bâtiment conseiller sur la peinture. Justement, Frédéric Motte nous disait que sa femme est canadienne et qu'au Canada, tous les conseillers dans les magasins de bricolage sont des seniors. Ah bah vous voyez. Il va falloir que Leroy Merlin et Castorama, je cite ces deux-là, s'en inspirent. En fait, Valérie Gros, vous y réagir. Oui, je voulais rebondir parce que c'est exactement ça et on le voit nous aujourd'hui sur des petits artisans comme ça qui viennent recruter des maçons, des plombiers, etc. Mais du coup, sur ces profils seniors, ils les recrutent essentiellement sur des temps partiels. En fait, l'idée, c'est de... Jamais les seniors n'ont autant travaillé à temps partiel. Il y a un très fort taux d'activité, mais avec énormément de temps partiel. Exactement. Et d'arrêt maladie. Oui. Mais du coup, voilà, ça fait partie aussi de nouveaux types d'emplois pour les seniors, justement, qui arrivent comme ça en fin de carrière et qui peuvent avoir une difficulté physique aussi, de pouvoir reprendre une activité. Mais il faut savoir, en effet, que ce sera souvent à temps partiel. C'est vrai qu'il y a certains métiers où on est inemployable pour des critères physiques de force, notamment. Tout à fait, oui. Bénédicte Fils-Sainte-Marie. Oui, je suppose vous serez plus compétent pour juger. Voilà, c'est plus l'apparence physique. Mais non, justement, est-ce que... Allez, je vais prendre le cas du maçon. Il perd son job à 55 ans. Il était sur les chantiers depuis l'âge de 14-15 ans. Qu'est-ce qu'il doit faire pour retrouver un job? Parce que là, c'est quand même important. On va lui dire, écoutez, monsieur, vous êtes usé, vous êtes fatigué, vous êtes cassé, vous ne pouvez pas retourner sur un chantier. Est-ce que, par exemple, un bilan de compétences, ça peut l'aider à retrouver un emploi, Valérie Gruot? Alors ça peut l'aider, mais bon, là on est vraiment sur un profil mono-activité, donc c'est vraiment très spécifique. Le bilan de compétences va peut-être en effet le réorienter, comme on le disait tout à l'heure, sur des compétences annexes qu'il aurait pu développer à titre personnel, mais il peut aussi se relancer sur d'autres types d'activités du type s'orienter vers le service à la personne, où on cherche beaucoup de bricoleurs. Vous, moi, tous les jours, on peut avoir besoin d'un bricoleur à la maison. Un plombier, un peintre, etc. Et on ne va pas intéresser un artisan parce que notre besoin, il est microscopique. Réparer un robinet, vous n'allez pas aller voir un artisan pour réparer votre robinet, ça ne l'intéressera pas, c'est pas un gros chantier. Déjà, il va vous prendre 10 fois le prix du robinet, rien que pour venir chez vous. Ou alors, voilà. Et du coup, le fait de faire appel à des seniors comme ça, qui sont d'anciens artisans ou d'anciens maîtres d'œuvre, peu importe, dans certaines activités, ça peut leur permettre comme ça, en multipliant les missions, de retrouver un emploi, peut-être difficilement à temps complet, on est d'accord, mais de retrouver des missions et de ne pas se retrouver du jour au lendemain complètement à l'arrêt et de perdre confiance. Et Emmanuel Lafont, le bilan de compétences pour ce maçon qui perd son job au bout de 40 ans de maçonnerie? Je vais être cruel, ça sert strictement à rien. Pour vous, ça sert strictement à rien, un bilan de compétences pour un maçon, comme vous le disiez, un mono-emploi, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc il ne retrouvera jamais de boulot? Si, non, il va en trouver du boulot. Il faut soit qu'il crée son entreprise, effectivement, soit je l'invite à aller dans des structures comme ce qu'on appelle le BNI, c'est simple. BNI, allez-y. Une fois par semaine, c'est des dirigeants qui se réunissent, c'est 25 dirigeants qui se réunissent, qui vont pitcher pour 10 minutes sur leur métier. Sauf que vous ramenez un chômeur ou une personne en recherche d'emploi qui a un vrai projet, des vraies compétences à apporter, et ben ça tilte tout de suite au sein du réseau du coup créé de petits patrons qui vont avoir tendance à échanger et surtout à se recommander cette personne. Et derrière, ça c'est de l'or en barre pour retrouver soit un boulot, soit des missions à temps partiel qui permettent de reconstituer, comme tu soulignais tout à l'heure, une activité à temps plein. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 11h41, nous sommes en direct du Forum Emploi Senior, qui se tient à la Cité des Sciences de la Porte de la Villette à Paris. On va continuer à réfléchir jusqu'à midi sur ce que doivent faire les seniors pour retrouver un emploi. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, depuis le Forum Emploi Senior, Philippe David. Nous sommes en direct du Forum Emploi Senior qui se tient à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est 30 avenue Corentin Carillou dans le 19e arrondissement de Paris, métro Porte de la Villette.
où il y a 5000 offres d'emploi pour les seniors, et aujourd'hui on commence à être senior jeune puisqu'on est senior dès 45 ans. Avec nous Emmanuel Lafont, PDG de Spart RH, Valérie Gruau, fondatrice de Senior à votre service, et Bénédicte Fille-Sainte-Marie, auteur du Pouvoir de l'apparence, le physique accélérateur de réussite, publié chez Michalon, livre coécrit avec le docteur Catherine de Goursac. On parlait juste avant la pause du problème pour les hommes qui sont fatigués, usés par des métiers durs comme le chantier par exemple. Et là, par exemple, notre ami Emmanuel Lafont disait que le bilan de compétences ne servait à rien. Il y a plus de femmes seniors au chômage que d'hommes seniors au chômage. Est-ce que c'est un problème qui est dû à l'apparence, Bénédicte Fille-Sainte-Marie ? On en revient toujours à cette réalité-là. Je pense que non seulement l'apparence peut jouer contre vous, mais Valérie va me dire si elle souscrit à ça. Il y a une autocensure. Une femme trop belle, ça peut faire peur ? Oui. Quand elle vient passer un entretien d'embauche ? Les femmes trop belles, effectivement. Pas spécifiquement au moment de l'entretien d'embauche où là ce sera plutôt un facilitateur, mais ensuite on hésitera davantage à l'embaucher sur certains postes, notamment très techniques ou autres. Et vous voyez en politique que les femmes souvent virilisent leur allure, masculinisent leur allure, parce que la féminité est associée souvent au manque de sérieux en fait. Et donc il faut donner des gages. Hein. Mais excusez-moi, arriver avec une tenue un peu trop sexy avec un entretien d'embauche, on va appeler ça maintenant le syndrome Aurore Berger, parce que ça a fait scandale il y a quelques jours, c'est plutôt contre-productif. Même pour une femme de 50 ans. Le cerveau des employeurs étant ce qu'il est, je suis pas sûre que ce soit au moins au départ un handicap. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Gruau ? Oui, alors après ça... Vous voyez, c'est pas les mêmes problèmes pour les hommes. L'un, il portait des poids, il peut plus en porter. L'autre, il faut qu'elle soit belle, mais pas trop. Mais quand même pas trop moche non plus, et qu'elle soit pas trop sexy, c'est quand même sacrément compliqué. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Emmanuel, il faut que ce soit en adéquation avec le type de poste aussi, c'est-à-dire que j'en discutais encore aussi tout à l'heure avec une personne sur le salon, il disait, moi j'ai voulu recruter une nounou. Bon voilà, basiquement, elle est venue passer son entretien, elle est arrivée avec des talons aiguilles de 10. Je ne l'ai pas prise tout de suite parce que je me dis comment elle va courir derrière mon enfant de 4 ans, ça ne va pas être possible. Donc le premier jour, l'entretien, elle vient, donc non, ça ne va pas. Il faut aussi essayer de caler son style vestimentaire au poste qu'on convoite. Emmanuel Lafont, c'est contre-productif ? C'est contre-productif si c'est pas crédible en fait. Je rejoins complètement ce qu'ont dit les deux co-animateurs. C'est co-animatrice. Mais justement, voilà, c'est la place. Alors, tout de suite. Vous le troublez, la place. Ouais, tout à fait. C'est pour ça, il faut pas être trop joli, mesdames. L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que ça correspond à ce qu'on attend de moi, et du coup, surjouer, c'est jamais bon dans un entretien. Surjouer, c'est jamais bon. C'est comme demain, imaginez que vous attendez, quelqu'un qui va venir vous refaire la salle de bain. Si c'est quelqu'un qui arrive hyper sexy, homme ou femme, ça va pas forcément inspirer confiance dans le fait que je le vois pas en train de refaire les carreaux de la salle de bain, quoi. Oui, ça c'est clair. Oui. En fait, c'est l'habit ne fait pas le moine, mais pour un entretien d'embauche, l'habit fait le moine. Complètement. Il n'y a pas que l'habit, il y a la façon de parler, etc. Et dans le livre, on évoque quand même une étude qui montre que le fait d'être trop belle, bon, ça ne concerne pas une proportion énorme de la population, mais quand même, ça peut être un frein, parce que les directrices de ressources humaines sont souvent des femmes. Qui peuvent être jalouses. Voilà, il y a quand même ce mécanisme de... il y a une étude... D'autoprotection. On n'a pas envie de faire entrer le loup dans la bergerie. Là, c'est la louve. Hein. Voilà, la louve dans la bergerie. Il y a une étude israélienne qu'on cite dans le livre qui prouve très concrètement ça, en fait. Ça peut être un frein, malgré tout. Valérie Gruau est pour un patron homme. S'il a une femme jalouse, ça peut être problématique d'embaucher une collaboratrice directe trop belle. Elle peut aussi intervenir sur la petite structure, pourquoi pas. Alors justement, vous avez dit que les bilans de compétences servent à rien pour retrouver un emploi. Il y a de plus en plus de gens qui... Oui, dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça sert. Dans quel cas ça sert, un bilan de compétences ?
Un bilan de compétences, ça va servir quand on a fait un parcours professionnel et qu'on s'interroge sur son parcours. Là, l'exemple que vous citiez tout à l'heure, c'était le maçon qui avait fait ça toute sa vie, qui n'avait pas arrêté et qui ne savait faire que ça au sens où il ne voulait faire que ça. Le bilan de compétences va vraiment trouver sa justification au moment où, par exemple, on va avoir un parcours. Voilà, j'ai été commercial en grande surface, puis ensuite commercial, puis ensuite vendeur de ceci, puis ensuite vendeur de cela. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question, est-ce que j'ai encore envie d'être vendeur ? Là, du coup, le bilan de compétences va être intéressant parce que du coup, on va entre guillemets s'intéresser à soi et on va se poser en fait des questions. Alors, c'est pas une psychothérapie, hein, mais presque. On va en fait se poser des vraies questions sur soi, sur ce qu'on attend, sur ce qu'on veut de ce deuxième parti. Parce que l'air de rien, à 45 ans, je sais qu'on est rentré dans l'âge des seniors. Merci, je l'ai pris en pleine tête, ça y est. J'ai remarqué. Les 45, bref. Mais du coup, c'est pas pour autant que ta carrière est finie, quoi. Tu rentres juste dans une deuxième partie de ta vie et tu as encore autant à vivre que ce que tu as déjà vécu. Donc, c'est le premier jour du reste de ta vie, comme voilà, Chantal Lao. C'est ça, exactement. C'est le premier jour du reste de ta vie. Donc profites-en pour poser les bonnes questions. Et du coup, à la fois, quand tu sauras ce que tu veux, tu sauras ce que tu cherches. Et quand tu sauras ce que tu cherches, et du coup, tu sauras aussi être toi et te présenter comme tu as envie de te présenter. Valérie Gruau, bilan de compétences, ça peut vraiment être un plus, mais c'est seulement quand on veut vraiment changer complètement d'orientation. Oui, je pense que c'est ça en fait. Soit quand on veut changer d'orientation, et souvent d'ailleurs ça se fait quand on est encore en poste, soit après une rupture, c'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure, une personne qui a pris du temps pour s'occuper de ses enfants par exemple, elle a pris un congé parental de 3 ans, parfois c'est un peu compliqué de se relancer après. Donc, c'est-à-dire comment je me positionne, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire, qu'est-ce que je privilégie, etc. Et parfois ça peut être un peu flou. Et le fait de faire un bilan de compétences, ça peut permettre de remettre les choses un petit peu à plat et de révéler finalement des compétences qu'on n'aurait pas imaginées comme étant des compétences professionnelles, mais parce qu'elles étaient personnelles, mais qui finalement pourraient amener à un autre métier. Donc là, je pense que ça peut se justifier en effet. Mais alors justement, vous, Emmanuel Lafont, vous êtes PDG de Sparte RH, il y a de plus en plus de gens qui se font coacher. Oui, comme un joueur de tennis, on va parler sport individuel, à un coach qui lui sert souvent d'entraîneur d'ailleurs. Oui. Est-ce que se faire coacher pour un senior qui recherche un emploi, c'est un plus? Et on se fera plus coacher quand on était 4 sup par exemple et qu'on recherche un poste de 4 sup que quand on était mécanicien ou plombier. Alors mécanicien ou plombier, on retombe sur le monophase, mais il faut pas croire que les gens en fait sont limités. Ils n'ont de limite que celles qui se fixent en fait. Il faut vraiment voir ça comme ça. Et coach, l'avantage du coach quand on recherche un emploi ou quand on est sur une réflexion, c'est d'être accompagné. Trouver du boulot, c'est un boulot à part entière, comme je disais tout à l'heure. Et avoir confiance en soi, ça se décrète pas. Et le coach va vraiment être capable de vous révéler. Donc c'est pour ça qu'il y a des coachs dans différentes parties. Il y a aussi des coachs en termes d'apparence qui sont des choses juste essentielles aussi pour travailler cette confiance en soi. Et le coach, c'est un vrai atout parce que ça va être un regard bienveillant. C'est un miroir bienveillant qui va aussi vous guider dans votre réflexion au travers de méthodes comme la maïotique, etc. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Justement, se faire coacher, Valérie Gruau, il y a de plus en plus de gens qui se font coacher. Préparant l'émission, j'ai vu qu'on trouve très facilement sur Internet, vous recherchez un emploi, je vous coach, etc. Il y a de plus en plus de gens qui font. Est-ce que c'est utile? Et pour tout type de profil? Alors, clairement, par exemple, ça peut être utile, je pense, quand on a eu une carrière un peu longue, souvent dans une même entreprise, qu'on n'a jamais refait son CV depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on est rentré à la fin de ses études il y a 30 ans, on a la société X. Et qu'on en sort sans le vouloir à 50 ou 55 ans, et que là, il faut que je refasse mon CV, il faut que je recherche comment je fais, je ne sais plus faire, je ne l'ai pas fait. Et finalement, à l'époque où ces jeunes seniors ont trouvé un job, il y avait plus d'emplois qu'aujourd'hui. Donc les aider pour refaire un CV, pour savoir se présenter, pour remettre en forme leur CV, parce que aujourd'hui il n'y a plus un CV, on fait plusieurs CV et on ne va pas mettre en avant les mêmes choses en fonction de là où on va postuler. Il faut faire plusieurs CV selon le poste auquel on postule. Bien sûr, parce qu'il y a des choses qui vont être intéressantes, d'autres qui ne vont pas l'être, on ne va pas tout mettre. Vous n'allez pas mettre 25 ans de carrière, vous allez faire 3 pages et c'est pas l'objet parce que le recruteur il va lire vite fait, donc il faut que ce soit court et ça. Et il y a même des CV où vous êtes surdiplômé, donc où il faut parfois on peut estomper une partie de son on peut estomper. Mais moi, est-ce que je peux me permettre de poser une question à... Vous êtes sur Sud Radio, on parle vrai. Et Emmanuel, est-ce qu'il ne faut pas aussi valoriser l'extra professionnel, tout ce qu'on fait autour et qui peut être un vrai bonus pour le senior pour se valoriser? C'est ça, et c'est aussi ça le rôle du coach parfois, c'est de montrer à la personne que oui, elle a perdu son emploi, que non, c'est pas grave, et que
oui, elle a des chances de retrouver un emploi, mais il faut qu'elle y croie. Il faut qu'elle ait confiance en elle, ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Et pour qu'elle ait confiance, il faut lui montrer ses compétences, ses atouts. Parce que parfois, elle n'en a pas forcément conscience. Par exemple, si dans la période de chômage, on a fait du bénévolat ou exactement. on s'est impliqué, je sais pas. Mais c'est une compétence. Voilà. C'est un vrai plus. Exactement, c'est une compétence parce qu'on va expliquer que dans le cadre du bénévolat, je sais pas, on a fait telle ou telle activité qui n'était pas forcément liée avec son activité professionnelle, mais qui a une valeur ajoutée. Mais Emmanuel Lafont a dit utilisé un terme fort, confiance en soi. Oui. Pour le coach, ça peut aider à retrouver de la confiance en soi. Oui. La confiance en soi, ça se voit dans le physique d'une personne si elle croit encore en elle quand elle va passer un entretien d'embauche. Oui, mais je pense que oui, il y a des marqueurs physiques en fait. On parlait de la posture tout à l'heure. C'est vrai que votre corps parle à votre place et quand on est sûr de soi, on aura une attitude d'ouverture corporelle, alors que si on est dans le doute, on sera plus fermé physiquement. Ouais. Ça se voit, vous qui voyez des candidats, Valérie Gros, quelqu'un qui a confiance en soi ou quelqu'un qui n'a pas confiance? Mais clairement, ça se voit à quoi? Ça se voit à son attitude, hein, c'est ce que vous disiez, sur sa façon de se présenter, sa façon de parler, d'être à l'aise ou pas, et sur les termes utilisés, parce que parfois, vous pouvez aussi avoir des personnes qui viennent en entretien en se disant, bon, je viens, mais qu'ils le disent, hein, je viens, bon, je sais que je ne vais pas trouver, je sais qu'on ne va pas me prendre parce que... Là, non, c'est pas... on arrive perdant. Et ça, c'est aussi le rôle du coach d'expliquer qu'il faut arriver positif, il faut y croire, il faut savoir se vendre. Et la meilleure chose pour un candidat senior qui doit le retenir, c'est qu'il faut savoir se vendre. Même si on ne postule pas sur un poste de commercial, savoir se vendre, c'est savoir mettre en valeur ses atouts, ses compétences. Et c'est ça qui va faire la différence avec les autres. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir confiance en soi. Et Emmanuel Lafont, ça se voit à quoi la confiance en soi? C'est pareil, c'est dans l'attitude. Alors, il ne faut pas arriver en terrain conquis en roulant les mécaniques, mais ça se voit à quoi? Vous le voyez, vous, quand vous voyez un candidat ou une candidate? La confiance en soi, en fait, on va surtout détecter, nous, des zones de doute au niveau de la personne lorsqu'elle va s'exprimer. Où là, on va se dire, tiens, il y a quelque chose qui va pas bien, puis on va commencer à creuser un petit peu l'expérience, puis on va recreuser un petit peu jusqu'à ce que ça fasse mal et qu'on comprenne qu'effectivement, là, ça s'est mal passé. C'est le principe de la garde à vue, quoi. Quand on arrive à faire se contredire la personne qui est en face de soi. Malheureusement, les méthodes d'entretien sont quand même plus belles que ça, malheureusement. Enfin, heureusement, plutôt. Bref, l'idée, c'est vraiment que la personne doit être dans son rôle, dans son job. J'attends pas de voir un candidat qui veut un poste, j'attends de voir mon futur directeur commercial ou mon futur responsable de labo. Donc à partir de là, j'attends de voir un responsable de labo, j'attends pas de voir quelqu'un qui est paniqué parce qu'il s'est pas passé d'entretien. À la limite, pour un maçon, s'il a du mal à s'exprimer en entretien, c'est pas trop grave. Oui, ça c'est vrai que selon le poste qu'on a, la manière de s'exprimer, la manière de faire, le savoir-être soi-même, ça change quand même fondamentalement selon le poste que l'on recherche. Merci beaucoup Emmanuel Lafont. Je rappelle que vous êtes le PDG de Spart RH. Merci beaucoup Valérie Gruau. Vous êtes la fondatrice de Senior à votre service, site d'emploi. Vous pouvez donner vos sites web, tiens, tant qu'on y est, rapidement. Alors, ça va être simple, c'est senior-à-votre-service.com. Et vous? Spart-rh.com. Au moins c'est simple. Et merci beaucoup Bénédicte Fly-Sainte-Marie, auteur du livre Le pouvoir de l'apparence, le physique accélérateur de réussite, publié chez Michalon, livre coécrit avec Catherine de Boursac. Vous êtes bien sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants pour le journal.